Bonjour mes amis. C'est un question-réponse, mais c'est une vidéo un peu improvisée. Euh, je vais mélanger un peu quelques sujets. Euh, Par rapport, on est entre les deux tours des régionales. Donc j'ai dit que j'allais peu parler de politique désormais. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je ne suis pas un militant du Front National. Je dis que le vote FN est une étape, une marche vers la révolution, qui sera salutaire pour la France. Et ce n'est pas en continuant en votant UMPS qu'on va aller vers la révolution, mais au contraire vers la guerre civile. Voilà, c'est ce que je pense, c'est tout. Point. Je n'ai rien à dire sur le FN. Pour moi, c'est une marche obligatoire. Voilà, donc c'est tout. C'est tout ce que je pense. Euh, je pense que de toute façon, le système est en train de s'allier stratégiquement pour faire barrage au final à un parti qui, qui fait pratiquement maintenant, on va dire, non pas l'unanimité, mais qui est largement en tête. Hein. Donc on a un système qui est le système en place, hein, qui est même le gouvernement en place, qui est en train de magouiller pour détruire le vote démocratique des Français qui souhaitent, en majorité, dans la moitié des régions françaises, avoir le FN aux manettes. Eh bien, on a le gouvernement qui est en train de magouiller pour empêcher la démocratie, tout simplement, de s'opérer dans notre pays. Voilà. Après, les gens, c'est à vous de voir ça. C'est aux gens de comprendre. Si vous trouvez que c'est meilleur de magouiller pour déformer le vote démocratique, plutôt que d'avoir un parti élu par les Français au pouvoir, c'est vous qui voyez. Moi, ça me pose un problème, si vous voulez. C'est que moi, je respecte le vote des gens. Ça fait 40 ans que les Français nous imposent l'UMP et le PS, la gauche et la droite en alternance, et qu'ils ont coulé la France par leur vote à la con. Et donc, moi, ça me dérange. Voilà, je le dis. Je n'ai rien de spécial pour le FN, mais il est temps de passer à autre chose. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai entendu dire que la France était désormais ingouvernable. Mais si la France est ingouvernable, c'est parce qu'elle est divisée. Ça fait combien d'années que les présidents de la République, et d'ailleurs et leur gouvernement, ne font pas plus de 55%. Alors je ne parle pas des élections de 2002 de Jacques Chirac, qui a gagné à plus de 80% parce qu'il était contre Jean-Marie Le Pen. Ça, c'est un vote à la noix, j'ai envie de dire, qui a servi strictement à rien, qui n'a rien fait d'avancer. Mais par contre, depuis les années Giscard-Mitterrand, on a toujours eu un président sortant à 54%, 52%, 51%. Le dernier président, c'était Hollande, il a fait 51, quelque chose. C'est pas. Le peuple est divisé. Pour moi, un président qui n'a pas au moins 70% des voix, il n'a pas la majorité des Français de son côté. C'est pas parce qu'il a 49,9%, c'est pas une majorité. Je suis désolé. Donc la France est divisée depuis longtemps, sans parler des cohabitations qui ont quand même, depuis 86, je crois, on a eu de la cohabitation en France. On a eu un président de gauche avec un gouvernement de droite, et puis un président de droite avec un gouvernement de gauche. Les Français ont montré qu'ils ne voulaient pas ni de l'un ni de l'autre, mais qu'ils veulent une réunification. On a tout fait contre. Aujourd'hui, on a tout fait pour que le quinquennat soit calqué sur les législatives. Bon, ben voilà, ça veut dire que le président sortant, avec les législatives tout de suite dans la foulée, eh ben, comme il profite de la dynamique de son élection, il a son gouvernement avec lui pendant 5 ans. Voilà, c'est bien. Ça évite encore une fois la division, ça évite encore une fois la démocratie de s'exprimer. Voilà. Et la France est divisée pourquoi? Elle est divisée par qui, la France? Qui divise la France? C'est le système actuel. Qu'est-ce qu'elle est encore en train de faire? Qu'est-ce que le système actuel est encore en train de faire avec le vote FN? Il est encore en train de magouiller pour essayer de le faire capoter. Voilà. Encore diviser les Français. On a 40% de Français, 50% dans certaines villes qui ont voté FN, et on va encore leur dire, on va encore leur pisser sur leur vote. Voilà, pardon pour la vulgarité, mais c'est ça. Voilà. Donc la France est divisée, elle est divisée, on a un retour au communautarisme. C'est quoi le communautarisme? Eh bien, c'est de dire,
j'ai entendu dire encore il n'y a pas longtemps, euh, un Français, j'ai entendu dire un Français d'origine juive. Mais il n'y a qu'en France qu'on dit des choses comme ça. Pourquoi est-ce qu'on dit un Français d'origine juive? Est-ce qu'on dit un Français d'origine italienne? Est-ce qu'on dit un Français d'origine portugaise? Est-ce qu'on dit un Américain d'origine, je sais pas moi, d'origine irlandaise? On dit un Américain, point. Quand on parle de Woody Allen, on dit que c'est un film américain, on dit pas que c'est un film d'un juif, d'un Américain d'origine juive. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce communautarisme de dire un Français d'origine maghrébine, un Français d'origine machin? Oh, t'es français ou t'es pas français? T'es français ou t'es communautariste avant tout? Alors à ce moment-là, tu es juif avant d'être français, tu es musulman avant d'être français, tu es breton avant d'être français, tu es normand avant d'être français, tu es italien avant d'être français, etc., etc. Non, si t'es français, on en a rien à foutre de tes origines, on en a rien à foutre de ta communauté. T'es français, point. Donc vous n'entendrez pas un Marocain dire un Marocain d'origine, je sais pas, de Casablanca ou d'origine juive. Les Marocains, c'est des Marocains. Gad Elmaleh, c'est un franco-marocain. On ne dit pas c'est un Marocain d'origine juive. Je sais pas, il n'y a qu'en France qu'on voit ça. Il y a cette montée du communautarisme et ces revendications communautaristes. C'est ça qui divise la France et les Français. C'est ça qui fait qu'il n'y a pas d'unité dans ce pays. C'est tout. Et je voulais dire pour terminer, et ça sera vraiment le mot de la fin sur le FN, tout ça, parce que vraiment il faut passer à autre chose maintenant. Je voulais dire à tous ces Français d'origine maghrébine, donc, qui crachent et qui disent qu'il faut absolument pas, qui vomissent sur le drapeau du FN, etc. Je tiens à leur dire que c'est pas très très intelligent de leur part, parce que le seul parti qui en réalité travaille pour eux, c'est le FN. Je m'explique. Qui a laissé monter en France le communautarisme d'abord, et ensuite l'extrémisme islamique? Qui a laissé monter en France le salafisme dans les mosquées? Qui a laissé rentrer en France le Qatar pour financer les mosquées dans les cités? C'est le FN? Non, c'est l'UMP et le PS, d'accord? Et c'est grâce à cela, ou c'est à cause de cela, qu'on se retrouve avec des jeunes de cité, des jeunes Français de cité, qui partent faire le djihad en Syrie et qui reviennent se faire péter au Bataclan, vous voyez? Le FN, la première chose qu'il fera, c'est déjà de dégager immédiatement toute cette vermine, d'accord? Donc, parce que n'oubliez pas que cette vermine salafiste, islamiste, c'est ça qui fait de l'ombre aux musulmans dans le monde entier. Hein? C'est ça qui fait qu'aujourd'hui tous les musulmans vont être considérés bientôt en Occident comme des terroristes potentiels. Hein? Eh bien le FN, quand il aura fait le ménage de tous ces salafistes, de tous ces extrémistes djihadistes, vous pourrez enfin donner une bonne image de l'islam. Donc le FN va travailler pour vous, va faire le ménage pour vous. Vous devriez plutôt l'encourager, vous voyez? Et je dis ça encore une fois, c'est encore quelque chose, c'est voir plus loin que le bout de son nez. Essayez de voir un peu plus loin que ça. Voilà. Donc, on me pose des questions qui n'ont strictement rien à voir avec ce que je viens de dire, donc je vais passer au deuxième sujet, sur le suicide. Alors, j'ai déjà parlé du suicide dans une autre vidéo, mais j'en reparle ce soir, parce que j'ai un petit peu médité sur le sujet, et j'ai dû un petit peu... On m'a posé une question intéressante. Qu'arrive-t-il à une personne qui donc se suicide malgré qu'elle ait eu une vie, un comportement exemplaire, une vie positive, une vie pleine d'amour pour les autres? Que lui arrive-t-il si elle se suicide? Alors, il faut bien comprendre une chose. C'est que d'abord, l'âme s'incarne, vous vous incarnez en tant qu'âme, pour une durée précise. Si cette durée est de 80 ans, par exemple, je dis un chiffre au hasard, et que vous décidez de vous suicider à l'âge de 50 ans, il vous reste 30 ans à faire. Parce que c'est prévu, hein, par votre âme. Vous allez vous retrouver dans un corps intermédiaire, c'est-à-dire qu'au lieu de remonter dans votre corps causal, vous allez vous retrouver dans votre corps astral, c'est-à-dire un corps émotionnel, où vous serez bloqué sur un plan astral, qui sera soit le bas astral, selon votre degré d'élévation, soit le purgatoire, qui est le plan intermédiaire astral, où vous serez amené à y vivre le reste de la durée que vous deviez vivre sur Terre, dans des conditions pas spécialement joyeuses à mon avis. Hein? Donc ça ne sert strictement à rien de vouloir mettre fin à vos jours, parce que vous savez, le purgatoire ou le bas astral ressemble de très très près à la Terre. À la vie, c'est la même chose pratiquement. Hein. Deuxièmement, une chose qui me paraît quand même essentielle, c'est que je vous ai expliqué que quand on meurt, on passe en revue
sa vie, bon, qui vient de s'écouler, mais complètement à l'envers, c'est-à-dire en commençant par la fin, puis on revit les événements en remontant jusqu'à la naissance. C'est ce qu'on appelle cette revue, hein, eh bien, dure environ 72 heures, c'est-à-dire pratiquement 3 jours. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas toucher un mort 3 jours après, pendant 3 jours après l'arrêt de son cœur, son arrêt cardiaque. Euh, et donc, pendant ces 3 jours, en fait, votre vie, qui est passée en revue à l'envers, va s'inscrire, va s'enregistrer sur vos atomes permanents. J'en ai déjà parlé des atomes permanents. On a des atomes permanents dans chacun de nos corps subtils. On a un atome permanent pour le corps physique, pour le corps éthérique, pour le corps émotionnel, pour le corps mental inférieur et aussi pour le corps mental supérieur. Et on a en plus un atome permanent causal qui va enregistrer nos bonnes et mauvaises actions. Voilà. Et bien quand on se suicide, puisqu'on met fin prématurément à la mort physique et qu'on n'a donc pas le temps de faire la revue de 3 jours, eh bien aucun de ces événements ne va s'inscrire dans vos atomes permanents. Ce qui fait qu'en fait, l'âme ne va absolument pas bénéficier du fruit de, même si vous venez de passer 50 ans avant de vous suicider, que vous pensez avoir fait de votre mieux, ça ne servira à rien, ça ne sera pas enregistré. Il faudra recommencer. C'est une donnée importante quand même pour les personnes qui seraient éventuellement tentées par l'expérience. Voilà. Donc je tenais à vous le dire, le suicide c'est opération 0 pointée, et c'est opération retour à la case départ sans prendre 20 000 et éventuellement faire un petit séjour en prison au purgatoire. Vous voyez, donc c'est strictement déconseillé et franchement ça ne doit pas être très très agréable. Voilà. Je tiens aussi à vous rappeler, en ce qui concerne la revue du soir, lorsqu'on pratique le Raja Yoga, c'est-à-dire la méditation mentale, cette méditation qui nous permet de nous reconnecter à notre âme, qui nous permet de nous reconnecter à la source, et de construire l'antakarana, c'est-à-dire le pont de lumière mentale qui n'existe pas naturellement entre notre moi inférieur, notre personnalité, et notre âme qui est notre moi supérieur. Vous savez que cette relation entre notre âme et notre personnalité est coupée. Nous ne sommes pas à l'écoute de notre âme et elle ne peut pas communiquer avec nous, à part par notre plexus solaire pour les gens qui ressentent un peu les intuitions par le plexus solaire. Sinon, à part pour les médiums ou pour les personnes très éveillées qui ont le triangle de feu du troisième œil connecté au centre laryngé et au cœur, à ce moment-là, oui, eux reçoivent les impulsions et les images qui viennent de l'âme par l'antakarana parce qu'ils l'ont déjà construit et que ce sont des disciples d'un certain niveau déjà. Donc tout ça pour dire quoi? Pour dire que ce Raja Yoga, qui permet par la méditation mentale contrôlée de construire petit à petit ce pont de lumière artificielle que les adeptes et les disciples doivent faire à un moment donné de leur niveau, de leur degré spirituel, que vous devrez faire un jour. Hein. Eh bien, cet antakarana se construit par le Raja Yoga, se construit par le mental créateur, le mental supérieur, et cet antakarana va nous permettre de nous reconnecter à notre âme qui pourra, par ce pont de lumière artificielle, nous envoyer eh bien, sa connaissance directe, sa lumière, ses messages d'amour, de paix, et littéralement nous adombrer, c'est-à-dire prendre possession de notre véhicule inférieur, physico, émotionnel ou mental, et l'âme, par le biais de cet antakarana, pourra vraiment s'exprimer à travers votre personnalité. Voilà, le but du Raja Yoga et le but de la construction de l'antakarana. Hein. Alors, les personnes qui ont réussi ce tour de passe-passe, si je puis dire, sont les personnes, les grands guides de l'humanité, hein, les Jésus, les Bouddhas, qui nous ont montré la voie de la construction de l'antakarana et de ce que nous sommes capables de faire lorsque nous sommes connectés à notre âme et qu'elle est réellement en contact avec nous, avec ce triple corps que nous habitons. Hein. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que quand on pratique le Raja Yoga, on pratique également une chose, c'est la revue du soir. C'est-à-dire qu'au moment de vous coucher, vous devez passer toute la journée que vous venez de passer à l'envers, en commençant par les dernières minutes que vous venez de vivre, jusqu'à votre réveil de la journée. Pourquoi fait-on cela? On fait ça pour s'entraîner, justement, à bien imprimer dans la mémoire et dans nos cellules eh bien, tous ces événements. Ce qui fait que
si vous voulez, c'est un petit peu une réplique de ce qui se passe au moment de la mort, où nous imprimons, en passant en revue donc notre vie en arrière, sur nos atomes permanents. Voilà. Donc je voulais vous parler de ça, et je pense que c'est quand même quelque chose d'important de savoir ça. En plus, ça peut vous aider à vous endormir pour les gens qui ont du mal à dormir. Essayez de repasser vraiment dans les détails la journée que vous venez de passer à l'envers, et vous allez voir que vous n'arriverez pas jusqu'au moment de votre réveil. En général, vous vous endormirez avant. C'est très difficile de rester dans une concentration sans s'endormir. C'est pour ça que le Raja Yoga, en général, on appelle aussi ça la méditation du sommeil, parce que beaucoup de gens s'endorment avant les 10-15 premières minutes. Hein. Parce qu'il faut être totalement relâché, détendu, n'avoir plus aucune tension dans aucun muscle du corps pour pouvoir se concentrer uniquement dans le mental. Hein. N'oubliez pas aussi, pour ceux... Alors on me demande pendant le sommeil, que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est que les rêves? Eh bien, pendant le sommeil, pour les personnes qui ne sont pas mentalement polarisées et qui n'ont pas la conscience qui a l'habitude de se loger dans le corps mental, c'est-à-dire la majorité des humains, hein, la majorité des humains n'ont pas la conscience qui se loge dans le corps mental, mais dans le corps astral. Ce qui fait que pendant le sommeil, lorsque notre conscience quitte notre corps physique, quand nous sommes en sommeil, notre conscience quitte notre corps physique, il faut le savoir. Elle va dans un corps transitoire qui est le corps astral, le corps émotionnel. Et nous quittons notre corps physique, non pas par le sommet du crâne ni par le troisième œil, mais nous le quittons par le plexus solaire, c'est-à-dire sous la cage thoracique. Nous passons dans le corps astral par le biais du plexus solaire. Ce qui fait qu'en fait, nous n'avons pas conscience, puisque nous ne passons pas par le cerveau, nous n'avons pas conscience de nos rêves. Hein. Donc nous n'en avons que quelques bribes, quelques impressions, quelquefois une peur, un mal-être quand on a fait des cauchemars, mais on n'a pas d'image précise. Eh bien c'est le même problème. C'est pour ça aussi que les personnes qui ne sont pas encore polarisées dans le mental, qui n'ont pas un mental encore assez illuminé, ne peuvent pas pratiquer la sortie astrale. Car si vous faites de la sortie astrale en sortant par le plexus solaire, eh bien vous ne pourrez pas vous rappeler de ce que vous avez fait dans l'astral. Parce qu'il faut que ça s'imprime dans le cerveau physique. Voilà. D'accord ? Voilà. J'espère que vous avez compris cette distinction. Il y a aussi une autre question à propos du... Oui, parce que j'ai dit que les intestins, en fait, étaient un cerveau inversé. Et en réalité, c'est un cerveau intuitif. Hein. Quand vous ressentez quelque chose pour quelqu'un, vous ne ressentez pas là, au cerveau, hein, vous le ressentez là. Quand vous avez peur, vous n'avez pas peur ici, vous avez peur là. Quand vous avez une angoisse, c'est pas ici que vous l'avez, c'est là. Quand vous avez un désir, c'est pas là que vous l'avez, c'est en bas. Hein, j'espère que vous comprenez bien qu'on ressent avec ce qui est sous le diaphragme. On ne ressent pas avec le cerveau. Hein. On analyse avec le cerveau, mais on ne ressent pas avec le cerveau. Ça, c'est un mensonge que la science essaye de vous faire croire. La science essaie de vous faire croire que le cerveau sécrète des hormones qui vous permettent de ressentir, ce qui est faux. Hein. On ne ressent pas du tout avec le cerveau, on ressent avec les intestins, on ressent avec les organes. Hein. Et d'ailleurs, maintenant, il est désormais scientifiquement prouvé que les intestins sécrètent 200 millions de neurones et sécrètent la majorité des hormones. Hein. Donc les intestins sont vraiment un cerveau intuitif, et c'est le cerveau de nos ressentis. Hein. Voilà. Donc tout ce qui touche au ressenti, ça se passe sous le diaphragme. Le cerveau n'est qu'un centre de tri, un centre de données, une tour de contrôle, si vous voulez, qui permet la mémorisation. Hein. Donc les personnes qui n'ont pas du tout accès à leur mental, les personnes qui sont peu évoluées, vont complètement être dominées par leur émotionnel et leur plexus solaire, et leur centre qui est inférieur en sous le diaphragme. Et elles vont recommencer les mêmes erreurs encore et encore. Pourquoi ? Parce qu'elles n'impriment pas, elles ne mémorisent pas leurs erreurs. Hein. Quand on mémorise ses erreurs, on ne recommence pas 3 fois ni 10 fois les mêmes. On sait qu'on a déjà fait ça, que ça a un lien de cause à effet, et on passe à autre chose. Voilà, donc le but de l'être humain est de passer de l'état émotionnel dans lequel il est à 95% de l'humanité, on va dire, à un état mental, mais mental connecté au cœur, et non pas au plexus solaire. Le plexus solaire est en dessous du diaphragme, le cœur est au-dessus, et le cœur est l'amour, la conscience, la compassion. Et quand nous devenons mental, nous devons d'abord passer par le cœur. C'est l'intermédiaire entre l'émotionnel et le mental, c'est le cœur. Si vous passez directement au mental sans passer par le cœur, vous allez devenir des gens froids.
d'une froideur, d'un manque d'amour, d'un manque de tout ce que vous voulez, et vous n'aurez pas non plus conscience, ni vous n'aurez pas accès non plus aux données de votre âme, car votre âme vous parle à travers votre cerveau physique, mais aussi à travers votre cœur. Hein. N'oubliez pas ça. Un être mentalement polarisé, sans amour, sans cœur, peut donner un psychopathe sans aucun problème. Hein. Peut donner quelqu'un qui peut disséquer des animaux, un scientifique qui peut pratiquer des choses absolument inhumaines, parce qu'il est effectivement connecté à son cerveau, il est quelqu'un de très très fort en mathématiques, mais ça ne lui pose aucun problème de disséquer un animal ou de lui casser les pattes. Hein. Voilà. Et voilà comment on peut avoir des gens très intelligents qui peuvent être des psychopathes, hein, parce qu'ils n'ont pas de cœur. Hein. Donc n'oubliez pas que le cœur, c'est la première des choses à ouvrir. Ensuite, et même je dirais parallèlement, le cerveau physique. C'est pour ça que la connaissance livresque doit aller de pair à une vie de service à l'humanité, c'est-à-dire une vie de compassion, une vie de don de soi, doit s'allier à, comment dire, à cultiver sa connaissance, hein, et à apprendre, hein, à être curieux et à apprendre sans arrêt, vouloir apprendre, vouloir nourrir sa curiosité mentale. Je vous souhaite une bonne continuation, à très bientôt pour une autre vidéo. Merci, au revoir.